d'être là. Bienvenue à cette première table ronde. Je vous rappelle la thématique, les territoires, pierre angulaire d'une mobilité plus durable. Alors j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. Nous aurons Christophe Bouillon, vous êtes maire de Barentin et président de l'Association des petites villes de France. Nous avons Jean-Luc Dupont, vous êtes maire de Chinon, président du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire et vice-président de la FNCCR. Nous avons Christophe Rivin, qui est président d'Alès Agglomération et premier adjoint à la mairie d'Alès. Nous avons Hervé Rivolaen, vous êtes directeur marketing et stratégique et smart charging chez EDF. Et nous avons Gauthier Chatelus, qui est directeur adjoint du département infrastructure et mobilité à la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires. Bienvenue à vous tous. Alors, je vous rappelle bonjour à tous. Cette table ronde va durer 45 minutes. Vous aurez chacun à peu près 5 minutes. Alors, je sais, c'est court, mais l'idée est la suivante, c'est qu'on ait un petit quart d'heure à la fin pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, réagir aux propos des uns et des autres, voire de répondre à des questions éventuelles si nous en avons, et voire compléter vos informations. Alors, je vais commencer avec vous, Christophe Bouillon. Vous le savez, la loi d'orientation de mobilité a été votée en avril, en début d'année. Elle fixe les grands caps sur la mobilité à venir, sur les années à venir. Mais c'est vrai qu'une de ses missions, c'est de donner en fait au territoire la prise de pouvoir des problématiques de mobilité durable. Et moi, j'ai très envie de savoir, par rapport au fait que vous présidiez l'Association des petites villes de France, comment les petites villes de France, justement, s'emparent des problématiques de mobilité durable. Et est-ce que cette loi, est-ce que cette fameuse LOM vous facilite la vie? Vous m'entendez? Non, merci pour votre invitation. Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Vous pouvez y aller, on vous entend. Bon, merci d'abord pour votre invitation. Je crois que c'est important, grâce à l'initiative RIF, qu'on continue à se parler, à débattre et à réfléchir ensemble. Et c'était très utile d'avoir des acteurs d'horizons différents pour porter, j'ai envie de dire, la cause de la mobilité, et notamment sur les territoires ou dans les territoires. C'est vrai que interpellation. D'abord, c'est le mot retard, défi, et puis ensuite opportunité. Retard parce que malgré tout, il faut faire le constat que l'on connaît tous, et d'ailleurs Arnaud Leroy en faisait écho à l'instant, c'est que la mobilité, les déplacements, ça reste quand même le premier facteur d'émission aujourd'hui en France. C'est-à-dire, c'est là où doit porter l'essentiel de notre effort si on veut tenir les engagements de la France, les objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais j'observe, comme beaucoup de commentateurs, et c'est vrai au niveau des villes, que si on regarde en 2019, 94% des véhicules achetés étaient des véhicules diesel ou essence. C'est-à-dire qu'il y avait très peu, vraiment très peu de voitures écologiques. Je dis écologique, j'englobe à la fois électrique, hydrogène et bio-GNV. Ça montre l'effort qu'il y a à faire, les retards qui est le nôtre aujourd'hui. Défi, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un défi pour les territoires, pour les petites villes. C'est un défi en termes d'aménagement du territoire. C'est un défi et puis c'est une opportunité. On l'a vu d'ailleurs pendant la période du confinement, où beaucoup sont revenus en quelque sorte dans les petites villes, dans les périphéries, dans les territoires en lisière des grandes métropoles, et ont découvert l'attrait que pouvaient avoir ces territoires. Et donc l'enjeu est à la fois écologique, bien évidemment, la participation, la contribution des petites villes à l'effort qui doit être le nôtre pour atteindre les objectifs fixés notamment par l'accord de Paris, mais en même temps, c'est aussi un formidable facteur d'attractivité. Alors, pour rebondir à votre question, c'est vrai qu'on a beaucoup eu d'espoir autour de la LOM. La PVF a apporté sa contribution au moment de la LOM. On était assez favorable à l'objectif notamment d'avoir une couverture complète en termes d'autorité organisatrice des mobilités. On a une boîte à outils qui est appréciable, mais ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui, là où existe une volonté de la part de communes ou d'intercommunalités de prendre la compétence, c'est qu'il manque cruellement des financements. Et c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1000 volontés, beaucoup d'idées, mais en même temps, si on n'a pas les moyens pour les observer, donc là, on est en attente, vraiment, des financements pour aller de l'avant là-dessus. Quand on regarde les programmes municipaux,
c'était il y a quelques mois. On observe qu'il y a peu ou prou de villes ou de communes sur lesquelles il n'y a pas une dimension écologique qui apparaît. Elle apparaît dans tous les programmes, dans tous les projets. Et notamment sur la question des mobilités. On voit ici des communes utiliser différents leviers d'action. Ça peut être par rapport à leur propre collectivité, leur propre personnel, avec la mise en œuvre de plans de déplacement des personnels. Ça peut être aussi par la commande publique. Il y a beaucoup d'exemples de collectivités qui ont d'ores et déjà acquis des véhicules écologiques, mais qui souhaitent le faire encore plus. Il y a bien évidemment une réflexion d'ensemble, notamment sur les circulations actives, par exemple, et sur la question des véhicules. Et moi, je retiens ce que disait à l'instant Arnaud. Il reste à avoir tous les éléments en main. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des véhicules écologiques. Encore faut-il aussi avoir des bornes, par exemple. Il y a un déploiement prévu d'ici 2022. Chacun se souvient de l'objectif des 100 000. J'observe aujourd'hui qu'on est à 30 000 et que c'est parfois difficile pour les communes, et notamment les plus petites communes, d'avoir, j'ai envie, l'ingénierie, le soutien financier nécessaire pour participer à cette question du déploiement des bornes. Et puis, il y a la question de la réparation. Et je trouve que l'idée portée par Arnaud Leroy, au nom de l'ADEME, me paraît complètement pertinente. Mais ce que je voudrais dire, et c'est important, c'est que, et on l'a vu ces derniers mois avec, en quelque sorte, la montée d'un certain nombre de colères, parfois qui s'expriment notamment dans les petites villes, dans les territoires dits périphériques, autour des grandes métropoles, c'est que pour beaucoup d'entre eux, la voiture est un élément indispensable, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour pouvoir aller travailler, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour pouvoir se déplacer à l'intérieur des territoires. Donc il est important, à côté, bien évidemment, de l'effort qui doit être le nôtre en termes de véhicules écologiques, eh bien, de faire en sorte, malgré tout, qu'il puisse exister des alternatives, notamment en termes ferroviaires, à l'autosolisme ou à la voiture individuelle. Il y a des formules de covoiturage, ça fonctionne. Il y a de l'autopartage, ça peut fonctionner. Donc, je vois qu'on a encore un pas supplémentaire à franchir. Les petites communes, les petites villes sont plutôt très allantes. Quand je vois parmi nos adhérents tous les exemples qui existent, je pourrais citer Malonnet en Seine-Maritime, Cestas, par exemple, en Gironde, ou Le Palais au Morbihan. On a là des territoires avec des populations différentes qui sont assez exemplaires, assez innovantes et s'accrochent à des partenaires, que ce soit des partenaires comme des constructeurs automobiles. Par exemple, au Palais, il y a un travail avec Renault ou d'autres partenaires comme Enidis, ça c'est sur la question des réseaux. Eh bien, on voit cette agilité, cette faculté qui existe dans les territoires de faire agir tout le monde. Je m'arrête ici, j'ai peur de déborder. Je vois que c'est une transition qui va prendre du temps. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Dupont. Donc, vous êtes maire de Chinon, président du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. J'ai envie de vous poser la même question, mais c'est vrai qu'en préparant cette interview, vous menez une expérience que j'ai trouvée très intéressante par rapport aux problèmes énergétiques. Je crois que vous mettez en place une usine de méthanisation, donc de biogaz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout, pourquoi ce choix aujourd'hui s'est imposé à vous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, le changement de la réglementation, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez très bien. Oui, donc pour vous dire que le changement de la réglementation, le droit à l'injection, notamment par la loi pour le raccordement des sites méthanogènes, a évidemment fait beaucoup évoluer les projets de méthanisation dans les territoires. Il s'avère que un certain nombre d'entre eux s'étaient bloqués au regard des difficultés liées au coût des raccordements et que, évidemment, le droit à l'injection a permis d'inverser cette tendance. Aujourd'hui, donc, au travers de projets de raccordement d'installations agricoles qui sont évidemment souvent assez éloignés des lieux de consommation du biométhane, eh bien, on doit se poser les questions de l'équilibrage de ces réseaux, notamment sur les réseaux de distribution. Et c'est la raison pour laquelle la complémentarité avec les sujets de mobilité doivent nous permettre d'apporter des réponses concrètes. En l'occurrence, là, la construction du réseau qui est en train de s'opérer dans le sud Touraine autour d'un élevage bovin fait en sorte que la consommation hivernale ne pose pas de difficultés
mais que la consommation estivale, notamment tournée vers la consommation des ménages, est insuffisante pour extraire la totalité du biométhane qui est produite. Et donc, l'intérêt, c'est d'y adjoindre des stations de charge en biométhane, bio-GNV, qui permettraient d'alimenter des flottes de camions, notamment en l'occurrence de poids lourds. On a à proximité une base logistique d'un grand opérateur de distribution de produits frais qui intervient sur tout le grand ouest de la France avec une flotte captive. Il y a 100 poids lourds chaque jour qui viennent livrer les produits et 100 poids lourds qui vont en faire la distribution dans les magasins. Donc évidemment, avec cette flotte, ça permet d'assurer une extraction en local d'un produit, ce bio-GNV qui est produit sur le périmètre, et donc ainsi permettre l'équilibrage entre la production et la consommation dans des périmètres de circuit court et avec un modèle économique qui s'équilibre assez rapidement. Donc c'est vrai que on voit que l'intelligence du territoire, c'est aujourd'hui la capacité à éviter, par exemple, des investissements dans une unité de compression qui permettrait de comprimer le gaz pour le renvoyer sur le réseau de transport, alors que là, en ayant une consommation locale sur le réseau de distribution, ça permet d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup moins coûteux en termes de production et de distribution du bio-GNV, et donc de répondre aussi à des enjeux importants de transition écologique de nos territoires, puisque dans notre plan climat, air, énergie du territoire, la mutation d'une partie de la flotte poids lourd, pour vous donner une idée, un transporteur qui est sur notre territoire, qui travaille pour cette base, a 15 semis qui roulent tous les jours pour cet opérateur, et qui consomme en moyenne entre 50 000 et 60 000 litres de gasoil par mois. Donc la mutation de cette flotte, c'est évidemment la réduction par 2 des nuisances sonores des véhicules qui vont être au bio-GNV, et c'est surtout enlever 95% des particules fines qui sont rejetées à l'atmosphère. Donc on voit bien que c'est un équilibrage gagnant-gagnant, à la fois pour le territoire, le grand public, mais aussi pour l'économie du territoire telle qu'elle est basée autour de ces opérateurs et des acteurs qui sont présents. Il faut finalement faire du sur-mesure. Il n'y a pas de copier-coller à faire de région en région. Il faut trouver la solution qui est adaptée aux acteurs locaux et aux possibilités, aux particularités locales. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas encore le regard. Oui, tout à fait. Je crois que le mix énergétique qu'est la française, il doit se construire et s'appuyer sur... Ah, alors je ne sais pas si on a une petite coupure son. On parlait du mix énergétique français. Monsieur Dupont, vous m'entendez? Garder. Oui, je vous entends. Vous m'entendez pas? Voilà, on vous entend de nouveau. Oui. Donc on parlait qu'il ne fallait pas faire de copier-coller, et vous parliez du mix énergétique français qu'il fallait adapter. Oui, je disais que le mix énergétique à la française, pour moi, je crois qu'il repose fondamentalement sur justement l'intelligence des territoires et leur expertise pour définir des modèles qui sont pas forcément des grands modèles déplicables, un peu comme on a fait le plan nucléaire à un moment donné avec l'architecture globale de la construction, mais aujourd'hui plutôt de s'appuyer sur des particularités locales qui permettent, dans un périmètre de proximité, de calibrer des outils adaptés avec les acteurs locaux. Et du coup, ça demande à ce que ceux-ci se parlent pour se mettre en interaction, parce qu'on voit bien que les partenariats, ils dépassent la limite des collectivités locales ou des grands partenaires institutionnels que sont les grands opérateurs énergéticiens, et que c'est à nous de construire ces modèles ici. Alors après, on s'en inspire, on essaie de trouver des réplicabilités, ou en tout cas des modèles qui sont capables de s'adapter sur l'ensemble de nos périmètres. Et je crois que c'est cette capacité-là que nous devons développer, en tout cas poursuivre en développement, pour pouvoir trouver. Alors, et c'est sûr qu'en termes de production, on n'est pas forcément sur une mutation importante à l'échelle du territoire, mais je crois beaucoup à la multiplicité des solutions qui, à terme, apporteront des réponses concrètes et cohérentes et qui vont réellement changer les choses, parce que le modèle local sera interactif avec des gens qui ont intérêt et qui vont s'y engager fortement. Merci beaucoup, Monsieur Dupont. Christophe Rivinc, vous êtes président d'Alès Agglomération, premier adjoint à la mairie d'Alès, vous êtes cofondateur des Journées Rives, donc vous êtes chez vous. Je sais que vous travaillez au verdissement de vos flottes, et en préparant aussi cette interview, vous me dites il faut garder du bon sens, même si la mutation est en marche. Il ne faut pas croire que justement les moteurs thermiques vont complètement disparaître du jour au lendemain. C'est une mutation qui prend du temps et qui là aussi il faut gérer au cas par cas.
Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je crois qu'à un moment, il faut aussi un peu de réalisme et de pragmatisme. C'est vrai que j'ai le sentiment que depuis notamment quelques années, il y a la course à l'échalote du verdissement des flottes automobiles, mais il y a un principe de réalité. Alors, en tant qu'effectivement cofondateur d'Erive, je crois que je peux avoir légitimité à dire que depuis plus de 10 ans aujourd'hui, nous travaillons sur ce territoire, mais au-delà de ce territoire, avec tous les participants, une évolution collective justement de cette mobilité. C'est très important. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et c'est vrai que faire évoluer nos modes de déplacement, nos modes de mobilité, nos outils de déplacement me paraît être un enjeu majeur. Mais comme ça a été dit précédemment, je crois aussi qu'il y a une réalité de territoire. Il est totalement illusoire de vouloir appliquer les mêmes modèles sur la région parisienne, la région toulousaine, une région comme Alès, ou effectivement nos petites villes, notre ruralité. C'est vrai qu'effectivement l'accès aux sources d'énergie aujourd'hui est différent suivant les territoires. Donc il faut des modèles adaptés. Mais au-delà même des modes de propulsion, il y a des pratiques. Et je crois que ça a été dit. Et nous avons lancé il y a quelques mois une expérimentation de covoiturage public que je porte avec le syndicat des transports que je préside en tant qu'AOM sur ce bassin. Donc c'est quelque chose aujourd'hui où il y a l'envie justement de pousser nos concitoyens à mutualiser l'utilisation des déplacements et puis aussi la réalité. La réalité, c'est bien sûr, nous l'avons fait avec le parc municipal et communautaire, le faire évoluer. Je crois qu'on en parle cet après-midi avec mon directeur des moyens généraux qui interviendra dans les journées. Et puis aussi, il faut le dire, cette pression a permis aux motoristes et notamment sur les motoristes des dieselistes contre lesquels nous luttons justement par rapport à ces pollutions aujourd'hui de faire aussi effectivement énormément de progrès. Heureusement, ça veut dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, sans être un grand défenseur du diesel, que tout le monde fait des progrès et que demain penser que le tout électrique est possible est une ineptie, le tout hydrogène également ou le tout gaz également. C'est un mix de tout ça. Et sur nos territoires, je le vois aujourd'hui sur la DSP que je suis en train de lancer, je peux pas en parler puisqu'elle est en cours d'attribution sur le territoire, j'ai mis des options justement sur l'équipement gaz des bus et sur les expérimentations hydrogène qui avancent à vitesse grand V et qui me paraissent être, du moins pour ce qui est de l'hydrogène vert en production locale, là aussi il faut faire attention aux effets d'annonce, une chance pour l'avenir, mais puisque c'est une technologie quand même qui est maîtrisée pour les moteurs à hydrogène, c'est la production qui n'est pas trop aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut du réalisme, travailler sur les modes d'utilisation. Effectivement, nos territoires n'ont pas le maillage des transports en commun, malheureusement, des grandes métropoles, parce qu'on peut pas avoir des tramways, on peut pas avoir des bus qui passent toutes les 10 minutes, on n'est pas en région parisienne ou dans la région de Montpellier ou de Marseille. Et donc, il faut à la fois travailler sur ce mix de transport, travailler sur les centres-villes, sur les cœurs de ville, sur effectivement la suppression des gaz à effet de serre d'une part, mais aussi des particules, avec le passage en électrique, par exemple, des bus. On a mis en place des navettes électriques sur le cœur de ville pour aider. Et puis, sur nos territoires un peu plus ruraux, effectivement, déployer les bornes de recharge électrique, les bornes de gaz pour les sociétés ou les entreprises qui travaillent. Voilà. Donc, il faut un peu de pragmatisme, de réalisme, mais il faut qu'ensemble, nous soyons accompagnés dans cette démarche et ça fonctionne puisqu'il y a une évolution quand même ces dernières années très intéressante et des primes diverses et variées y participent. Puisque moi-même, par exemple, je me suis converti à l'électrique et je roule en Zoé à titre personnel depuis quelques années et c'est un régal. Pour autant, est-ce qu'on peut tous rouler en Zoé en France? Je ne le crois pas, malheureusement, aujourd'hui, avec le démantèlement du parc nucléaire d'un côté, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est un grand sujet, plus le dernier kilomètre, plus beaucoup de sujets qui participent de l'amélioration de notre environnement et de cette transition énergétique nécessaire aujourd'hui dans laquelle nous sommes tous et tous engagés. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Vous êtes parfaitement dans les temps. Et puis vous me tendez une perche pour Hervé Rivolaine qui est chez EDF par rapport à votre Zoé et au programme électrique. Alors on le sait, dans le plan de relance, il y a le plan 100 000 bornes
Ça serait de passer de 30 000 bornes à 100 000 bornes électriques, je crois, dans les 2 ans. Et alors justement, Hervé Rivolaine, vous qui êtes en charge du smart charging, est-ce que l'idée aujourd'hui, c'est finalement de créer un réseau de bornes aussi dense que les stations essence qui existent aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut avoir une approche plus fine en fonction des territoires et en fonction des besoins? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et merci au RIV de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet et dans le cadre de cet atelier consacré au territoire pierre angulaire d'une mobilité plus durable. Bon, je crois que ça a été dit par différents intervenants. La mobilité, c'est de très très nombreux domaines, mobilité partagée, transport collectif, mobilité multimodale. Et effectivement, aujourd'hui, plutôt centrer mon propos sur la question des infrastructures de recharge, puisque dans ce domaine-là, et je crois que ça a été dit aussi par un intervenant précédemment, il y a une forme d'urgence. Et pour illustrer ce propos, je voudrais prendre une communication qui a été faite la semaine dernière en Allemagne par la puissante Fédération des industries automobiles allemandes, la fameuse VDA, qui a finalement exhorté l'Allemagne à faire x10 sur le déploiement des infrastructures de recharge. Actuellement, en Allemagne, il se déploie à peu près 200 infrastructures de recharge par semaine, et d'après les études de cet institut, il faudrait passer à 2000. Et il explique très clairement que, tout à l'heure, ça a été dit aussi, mais il y a eu, on observe en 2020 un accroissement très très fort des ventes de véhicules électriques, sous l'impulsion des normes CAFE, puisqu'on est passé de ventes de 2-3% de véhicules électriques, de véhicules hybrides rechargeables en 2019 à quelque chose qui est proche de 10% aujourd'hui, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle, puisque ça a été dit aussi, mais décarboner les transports, qui représentent à peu près 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiel pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et toujours pour citer cet exemple de l'Allemagne, d'après cette étude, il y avait à peu près, ce qui est un ratio courant et classique, 10 véhicules se partageaient une borne de recharge en mai 2020. Et avec la croissance actuelle des ventes de véhicules en Allemagne, en 2021, si rien n'est fait, ça sera plutôt 20 véhicules à se partager une même borne. Alors, il y a eu les annonces du président de la République le 26 mai, comme vous le rappeliez tout à l'instant, de finalement ce plan 100 000 bornes, sachant qu'actuellement on est autour de 30 000 infrastructures de recharge publique en France. Donc l'accélération est assez forte. Il nous reste 14 mois pour arriver à ce résultat. Mais j'avais aujourd'hui envie d'insister sur le fait que l'enjeu quantitatif ne doit pas se substituer finalement à l'enjeu qualitatif. En effet, enfin plus que jamais, je dirais, dans la crise actuelle, l'argent public doit être utilisé finalement à bon escient. Et donc ça nécessite quand même quelque part de se pencher finalement sur les différents types d'usages, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et d'ailleurs, ça a été dit par des interlocuteurs. Je suis absolument persuadé que Alès n'a pas les mêmes besoins que Chinon, et au sein même de Alès ou de Chinon, au sein de chaque quartier ou de chaque partie du territoire, on va avoir des besoins différents. Finalement, nous on voit quatre types d'usages principaux. La recharge en zone résidentielle, c'est-à-dire effectivement en maison individuelle, en habitat collectif, mais aussi finalement pour les 12 millions de logements qui n'ont pas de place de parking. Et là, on voit où l'intervention des collectivités est importante pour permettre cette recharge publique à des gens qui n'ont pas de place de parking. La recharge évidemment en entreprise, à la fois pour les véhicules d'entreprise, mais aussi pour les véhicules des employés de ces entreprises. Il faut pas oublier que toutes les études montrent que 70 à 80% de la recharge demain s'effectuera dans les bâtiments. J'ai l'habitude de le dire et je le répète ici une nouvelle fois. La station-service du futur, c'est quand même essentiellement demain le bâtiment, mais pas que. Évidemment, il y a toutes les questions de recharge de proximité en centre-ville, dans les parkings publics, dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans les hôtels, les cinémas, sur lesquels effectivement il faut aussi pouvoir offrir des recharges de proximité. Et puis enfin, il y a évidemment
la question de la recharge rapide en itinérance. Alors évidemment sur les autoroutes, sur les grands axes routiers, en périphérie des grandes métropoles et dans un certain nombre de nœuds routiers. En une phrase, la bonne borne de recharge au bon endroit et dans une concertation publique-privée, puisqu'on voit toute l'importance que va avoir aussi finalement les zones commerciales, un certain nombre d'acteurs pour déployer ces infrastructures de recharge. Et à ce titre, évidemment, la loi d'orientation des mobilités, je dirais, elle renforce avec la possibilité de mettre en œuvre des schémas directeurs d'infrastructures de recharge. Pour nous, c'est vraiment important que les acteurs des collectivités, les acteurs du territoire s'emparent de cet outil. Et il nous semble que finalement, les clés, c'est évidemment d'abord de la data, une bonne connaissance de la data, évidemment de la data d'usage des bornes existantes, mais aussi des données socio-économiques, des données sur l'habitation, des données de transport, des données de démographie. Et avec tout ça, effectivement, on est capable. Et dans une concertation, oui. On y reviendra, je pense, dans la partie débat, justement, sur les datas. Mais je voudrais maintenant donner la parole à Gauthier Chatelus. Vous êtes directeur adjoint du département infrastructure et mobilité à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque des territoires. Vous travaillez au verdissement de la mobilité. Mais en préparant cette émission aussi, vous m'avez dit l'une de nos priorités à la Banque des territoires, c'est d'essayer de financer là où il y a des carences de marché actuellement, prioritairement. Et j'ai envie de vous demander quelles sont les carences de marché aujourd'hui, justement, par rapport au verdissement de la mobilité et l'électrique en particulier, dont parlait Monsieur Rivolaen à l'instant. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais en introduction d'abord dire qu'aujourd'hui, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, enfin le groupe Caisse des dépôts en général est pleinement mobilisé à la fois sur plan de relance et plan climat, puisque c'est 40 milliards d'euros d'investissement et de prêts qu'on mobilise entre la Banque des territoires et BPI France au service de la transition énergétique. Donc il y a des ENR, l'innovation et tout ce qui est accélération de la transition. Et donc c'est plusieurs milliards qu'on souhaite mettre globalement dans la sphère de la mobilité plus propre et plus efficace. Au niveau de nos actions, on va essayer de regarder à la fois des objets nationaux comme les grandes infrastructures, mais beaucoup sur les mobilités du quotidien, plus durables et plus innovantes, autour à la fois des services, comme par exemple tout ce qui est autopartage, covoiturage, où on va financer des sociétés qui déploient ces services, comme accompagner les collectivités pour le déploiement des services à travers des SIC, à travers différents schémas de financement innovants, et en visant toutes les tailles de collectivités. Et puis on a une grosse partie qui est aujourd'hui sur les verdissements. Donc pour nous le verdissement c'est à la fois hydrogène, biogaz et électrique. Tout ce qui est autour du bioéthanol, on pense qu'il y a moins de sujets où on peut intervenir. On n'est absolument pas contre, mais c'est pas tellement dans notre domaine d'action. Et là-dedans, on regarde à la fois comment on peut accompagner le déploiement des stations de recharge et des bornes de recharge ou des stations d'avitaillement, et également financer les flottes de véhicules. Donc on a par exemple ce dont on s'est aperçu, c'est que effectivement on a essayé de mettre en place des financements innovants pour les collectivités de façon à les encourager à acquérir des bus électriques. C'est pas qu'il y a un manque, mais on pense qu'on peut accélérer les choses en proposant des éléments innovants. Par exemple, on indexe un peu nos taux d'intérêt sur la facture énergétique liée à l'électricité, de façon à la neutraliser si les coûts de l'électricité augmentent. On a pu aussi, nos sociétés là, comme je disais, sur l'autopartage, par exemple, peuvent aller opérer une borne avec un véhicule dans une petite ville, enfin même dans un village. Ça fait partie des choses qui font partie de nos critères d'investissement dans ces sociétés qui déploient ces services, sur lesquels on trouve pas forcément beaucoup
beaucoup d'investisseurs parce qu'on est sur un modèle qui est entre de l'investissement dans des sociétés digitales qui peuvent faire beaucoup de profits, si ça marche, et des investissements dans des infrastructures régulées. On sait bien que la mobilité a besoin d'aide, de soutien public. C'est assez difficile de mettre en place des services de mobilité, je dirais, sans coût pour la puissance publique, parce que bon, voilà, on sait pas pour rien qu'on finance le transport collectif à plus de 50%, nettement plus de 50% en France. Donc il faut trouver des sites, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui viennent investir dans ce genre de société. On a aussi récemment fait des gros efforts sur tout ce qui est avitaillement propre, et notamment sur les projets hydrogène, mobilité. Donc là, pourquoi il y a une carence? Enfin, c'est pas une carence, mais comme c'est des projets très nouveaux avec beaucoup d'inconnus, c'est pareil, les investisseurs purement financiers ont du mal à venir dans ce domaine. Donc nous, on vient investir aux côtés des collectivités et des porteurs industriels des projets. Aujourd'hui, on est dans Zero Emission Valley, donc dans la région Rhône-Alpes, comme dans les taxis hydrogène Hype à Paris, mais on a dans nos projets déjà validé des engagements sur une dizaine de projets hydrogène territoriaux, et on en a autant d'autres qui avancent en instruction. En tenant compte, moi je rejoins tout ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des écosystèmes, des solutions locales. Un dernier point, je voulais souligner aussi, parce qu'on pourrait en parler de beaucoup de choses, comme de la logistique urbaine, mais c'était sur les bornes de recharge, puisque ça a été évoqué. Je rejoins tout à fait l'analyse qui a été faite par Monsieur Riveau-Allen sur les différents marchés bornes de recharge. Aujourd'hui, on a constaté, et donc on est en train de mettre en place un outil pour financer la partie commune dans les copropriétés, l'infrastructure commune, parce que là, il y a une vraie carence. Il y a personne qui va dessus, parce qu'il faut vraiment être capable d'avoir une vision long terme, une vision mutualisée, et donc ça peut être vraiment le rôle de la Caisse des dépôts, d'aller prendre le risque d'investir dans l'infrastructure commune des copropriétés et ne faire payer les propriétaires que le jour où ils se connectent dessus avec une voiture électrique, sans que toute la copropriété a payé. C'est typiquement le genre de financement innovant qu'on cherche à mettre en place. Pour les bornes publiques, ce qu'on va proposer, c'est de cofinancer les études, notamment dans les villes, cœur de ville, les études de schéma directeur de bornes de recharge, de façon à ce que ça soit pas fait au petit bonheur la chance, mais bien avec une étude qui permette vraiment d'identifier où seraient les besoins. Et on a mis en place aussi des financements innovants, qui sont des systèmes de prêts qui permettent d'indexer les intérêts sur la fréquentation réelle des bornes de recharge. Donc en gros, on aura une rentabilité si on est dans ce qui est prévu, et on demandera moins s'il y a moins de connexion. Merci, Monsieur Chappuis. Alors, je vous propose, puisqu'il nous reste, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, justement, comme on l'avait dit au début, si vous souhaitez rebondir les uns les autres sur ce qu'on a abordé pendant cette table ronde, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et réagir par rapport à ce qui a été dit? Si vous avez la main, ça me ferait un plaisir de vous donner la parole. Tout était clair. Allez-y, Monsieur Dupont. Je vous vois lever le... Oui, merci. Non, simplement Marc pour compléter... aussi. Marc, si vous voulez intervenir. Pardon ? Monsieur Dupont, on vous écoute. Bonjour Jean-Luc. Voilà. Oui, bonjour. Oui, simplement, vous dire que sur la question des usages, on parlait, le syndicat départemental d'énergie d'Indre-et-Loire a été le premier à répondre à l'appel à projet de l'ADEME en 2012 sur le maillage des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a 440 points de charge, un peu plus de 440 points de charge sur le département. Donc ce qui fait de l'Indre-et-Loire le département rural le mieux densifié en termes de points de charge. Et aujourd'hui, c'est vrai que le travail sur l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert, nous amène à penser la complémentarité pour aller vers des véhicules hybrides complètement décarbonés, c'est-à-dire sur la base de véhicules électriques, ce qui seraient des véhicules Z2, H2,
donc avec une capacité de base sur l'autonomie électrique, donc dans les 300 km à peu près, avec les modèles aujourd'hui, et puis complété par une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène de 3 kg qui permettrait de doubler l'autonomie de ces véhicules et donc de les rendre très compétitifs vis-à-vis de ce que sont les véhicules thermiques aujourd'hui sur le modèle. Donc l'intérêt pour nous, en ayant maillé les infrastructures de recharge de véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'investir dans un démonstrateur de production d'hydrogène vert pour tenter de pouvoir produire et trouver une forme de réplicabilité qui nous permettrait d'avoir des infrastructures de distribution d'hydrogène à proximité de points de charge électriques, notamment des superchargeurs qui sont maillés sur les axes autoroutiers, qui permettraient dans l'itinérance de retrouver des capacités d'autonomie qui sont très proches et avec une vertu importante. Vous savez, aujourd'hui, les véhicules hybrides qui sont sur le marché sont malgré tout des véhicules hybrides, mais thermiques. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller vers des véhicules hybrides 100% décarbonés qui apporteraient une pierre complémentaire à cet édifice du maillage des mobilités propres. Arrivée du public, on a le droit d'ailleurs encore à 10 minutes ensemble. Alors, j'avais envie de demander à Christophe, aux deux Christophe, puisqu'on a deux Christophe parmi nous, de répondre à cette question d'Elisabeth. Comment convaincre une collectivité publique d'inclure dans leurs infrastructures les zones commerciales et industrielles de mettre des bornes de recharge? Est-ce qu'on peut forcer? Comment ce qui a été dit d'ailleurs par EDF et par CDC, comment trouver ce dialogue public-privé pour qu'il y en ait partout et pas des zones blanches à l'intérieur même d'une collectivité? Christophe Bouillon et Christophe Rivin, chacun de manière courte à cela. Oui, merci Marc, de façon très courte, et je crois que ça a été dit par nos collègues. Il y a des outils dans la LOM et notamment la possibilité de schéma, et le schéma est une démarche de planification et qui doit entraîner un dialogue pour mettre en œuvre en effet ce déploiement de façon efficace. Comme vient de le dire à l'instant Jean-Luc Dupont, maire de Chinon et adhérent de la PVL d'ailleurs aussi, c'est que on voit bien quelque part que finalement chacun y a intérêt concrètement. C'est-à-dire que on a aujourd'hui aussi des zones commerciales qui sur l'aspect attractivité rentrent pleinement dans la transition écologique. Donc je crois qu'il appartient à la collectivité à travers le schéma de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et chacun comprend qu'il y a là un intérêt qui paraît évident. C'est vrai que c'est pas si ce qui n'est pas évident finalement, on le voit bien, c'est passer d'un modèle où la voiture Rennes a construit un peu la planification urbaine, a réparti de façon fonctionnelle entre les zones commerciales d'un côté, les centres-villes de l'autre, etc., à une vision un peu différente qui doit être amenée justement et grâce aux véhicules écologiques. C'est ça qu'il faut amener aussi, c'est qu'on pense aussi la ville différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser les choses encore une fois en faisant l'erreur de mettre comme élément central la voiture et de construire autour de la voiture, mais il faut plutôt construire la ville et la voiture étant un élément parmi d'autres. Et je pense que ça, c'est une grande leçon qu'on doit retenir des années 70 et 90. Sujet, nous qui allons souvent à Alès, il y a une grande zone commerciale à Alès. Comment aller implanter une borne publique pas trop loin de la borne du centre et de l'hypermarché local pour dialoguer avec eux? Comment ça s'organise? Ça s'organise plutôt bien. D'une part, je vous dis, nous avons mis des moratoires sur le développement des zones économiques de grande surface pour privilégier, puisque nous avons lancé avant même le gouvernement des états généraux du cœur de ville, donc pour développer ce cœur de ville. Pour autant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que maintenant les opérateurs de grande surface comprennent l'intérêt qu'ils ont pour attirer peut-être le client à déployer ce genre de bornes. Donc nous avons beaucoup de parcs de stationnement, notamment des hypermarchés, qui proposent à leurs clients aujourd'hui naturellement, sans contrainte, des espaces de rechargement. Et puis bien sûr, il y a des outils, des schémas, ça a été dit, la loi LOM le propose, mais les règlements d'urbanisme le proposent aussi pour pousser, inciter à investir. Pour autant, il faut faire attention aussi, ça a été dit, c'est sur l'utilisation de la voiture qu'il faut réfléchir. C'est pas obligatoirement de courir de la course à l'échalote, de toujours proposer des services. Il faut proposer des alternatives au déplacement pour plein de raisons. On a parlé bien sûr de la transition écologique, mais aussi pour la qualité
réalité, les temps de déplacement et la qualité de vie. Aujourd'hui, même dans nos villes moyennes ou dans nos villes à taille humaine, puisque j'aime pas du tout ce vocable de ville moyenne, il y a je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, de plus en plus un retour vers les cœurs de ville. On vient réhabiter en cœur de ville pour abandonner la voiture ou du moins mettre la voiture au garage et ne s'en servir que lorsqu'on n'a pas d'autres solutions. La voiture devient un outil plus de nécessité, plus un outil plaisir comme c'était à notre époque. Nous passions le permis dès que nous avions 18 ans. La première acquisition, c'est la voiture. Aujourd'hui, les jeunes, mes enfants ont passé le permis à 18 ans, mais en l'occurrence, leurs copains et leurs copines n'ont pas passé le permis. C'est plus. Donc, il y a ce genre donc, attention, et je rejoins ce que disait Christophe Bouillon tout à l'heure, ne commettons pas les erreurs du passé, travaillons plutôt sur cette alternative au déplacement à la voiture individuelle, l'autosoliste, comme on dit, c'est 90% des trajets domicile-travail sur un territoire comme le nôtre, c'est 160 000 habitants, le territoire d'Alès, se fait en autosoliste, c'est insupportable. Au-delà même de la pollution, c'est insupportable parce que les infrastructures routières, les investissements que nous sommes obligés de faire, les parkings que nous sommes obligés de faire aujourd'hui pour accueillir ces voitures, que nous voulons en cœur de ville, ne sont plus raccords du tout. Et dans 10 ans, on va avoir une évolution. On s'aperçoit à la Défense, les grands parkings faits dans les années 70 qui sont vides aujourd'hui. Demain, nos villes vont être impactées. Donc, attention sur les investissements à long terme. Prévoyons surtout l'éducation et prévoyons des systèmes comme ce covoiturage public qui est assez innovant, celui qu'on a mis en place. On en a déjà parlé, j'en ai parlé horrible l'année dernière. C'est quelque chose qui a l'air de vouloir se développer. Ça aussi, il faut travailler tous ces axes-là. Lève la main. Donc, mais tu réponds quasiment à une question aussi des visionnautes que nous avons aujourd'hui. Peut-on parler de voiture écologique alors que tous les véhicules ont des externalités négatives? Bon, tu viens de le dire, il faut trouver des solutions. Mais en même temps, Christophe Bouillon a rappelé tout à l'heure, et tu l'as dit aussi, il y a beaucoup d'endroits à la campagne où il n'y a pas d'alternative à la voiture et on n'a pas à 2 km de chez soi. Je crois que tout ce qu'il faut trouver, c'est l'intermodalité. Prendre la voiture, en effet, quand on est à 5 km du chef-lieu de canton pour pouvoir ensuite prendre un bus à hydrogène qui, lui, va aller prendre le train à hydrogène. C'est cette complémentarité, je crois qu'il faut jouer. Gauthier, j'ai vu que tu as levé la main, donc je te donne la parole. Et je reviendrai d'ailleurs sur une idée que tu as évoquée tout à l'heure pour trouver des bornes dans les copropriétés. Je crois qu'il faudrait aussi, là je m'adresse aux élus locaux, intégrer dans les PLU pour les immeubles privés. Un de le suggérer, c'est la loi. Et pourquoi pas de suggérer aux constructeurs de ne pas mettre que les bornes, mais 3 véhicules en autopartage électrique dans les charges au même titre que l'ascenseur ou que le local à vélo, parce qu'à ce moment-là, la borne qui aura été financée par la Caisse des dépôts, elle sera amortie parce qu'elle va être utilisée, mais finalement, la voiture autopartagée dans un immeuble peut devenir quelque chose de normal, encore faut-il un tout petit peu forcer la main, et je sais que les élus ont la main. Gauthier, tu voulais prendre la parole. Oui, juste peut-être pour rebondir sur ton point, effectivement, chez CDC Habitat, il y a plusieurs expérimentations pour mettre donc dans des immeubles de logement social, eux ils sont les grands bailleurs, quelques véhicules en autopartage à destination justement des habitants de l'immeuble. C'est, il me semble effectivement des choses tout à fait envisageables. Ça commence à exister. Sur l'immeuble neuf, il y a pas mal de lois qui obligent au moins le prééquipement des bornes de recharge, etc. C'est sans doute sur des choses plus anciennes qu'il y a le plus d'efforts à faire. Moi, je voulais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on est dans un paysage en transition, qui est à la fois une transition de comportement et une transition de motorisation. La difficulté de la transition, c'est qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. On voit que tout d'un coup, il y a une accélération sur le véhicule électrique sous la pression des normes CAF, mais on peut se dire qu'il peut y avoir un emballement ou pas. C'est-à-dire, il peut vraiment, peut-être que dans 3-4 ans, ça sera has-been d'avoir un véhicule thermique et que les véhicules électriques, alors je pense que la prochaine génération, celle de 2025, auront des performances qui feront que ça sera presque la norme d'acheter du véhicule électrique, comme on a eu une évolution très très forte des téléviseurs au moment où les écrans plats sont arrivés. Mais on n'en est pas sûr. Et en parallèle, il y a des changements de comportement qui peuvent s'accélérer, notamment à cause de la crise Covid. Dans cet environnement, le rôle le rôle public et de tous les acteurs, un peu, c'est de pouvoir permettre les choses de se faire. Et notamment sur les bornes de recharge électrique, il y a un vrai rôle assurantiel. C'est-à-dire, on ne sait pas si ces bornes de recharge vont être utilisées ou pas. Ce qu'on sait, c'est que si elles sont pas là, les bornes de recharge sur les grands axes, si elles sont pas là, les bornes de recharge dans les territoires, on n'arrivera pas à vendre des véhicules électriques de façon massive.
Par contre, est-ce qu'elles vont être utilisées? Est-ce que dans 5 ans, on va se dire, bah merde, on n'aurait pas dû le faire? Ça, c'est possible, ça va arriver. Hein. C'est un peu arrivé aussi sur la première génération de bornes parce qu'on savait pas exactement où les mettre, pour quel usage, comment elles seraient utilisées. Il y avait très peu de véhicules. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut bien avoir ça en tête. C'est pas, il faut qu'on soit en avance de phase sur les usages, puisqu'il y a encore pas beaucoup de voitures électriques dans le parc, mais il faut beaucoup de bornes de recharge pour rassurer les gens. Le bon ratio, c'est peut-être 10 ou 20 véhicules par borne, mais à court terme, il faut qu'on ait beaucoup plus de bornes que ça, pour que les gens puissent franchir le pas, acheter du véhicule électrique sans se dire ah ben je sais pas comment je vais me recharger. Et il me semble que tous les acteurs, y compris les constructeurs français qui sont un peu en retrait par rapport aux constructeurs allemands par exemple, et encore plus par rapport à Tesla qui en a fait son cœur de métier, sont un peu frileux pour participer à ce rôle de déploiement d'un réseau qui a ce caractère assurantiel des bornes de recharge. Elles permettront d'accélérer la transition vers le véhicule électrique. Et puis, si elle permettra aussi d'accélérer l'autopartage, ça permettra de faire plein de choses également. Merci Gauthier, on va conclure. Merci à vous tous. Pour cet équilibre, tout à l'heure Hervé Rivolin a de toute façon dit on est à 30 000, on vise 100 000 dans les 14 mois, donc a priori sur les infrastructures électriques, les choses seront engagées et aujourd'hui on aura plus de bornes pour pouvoir se connecter avec une maturité du marché. C'est vrai que le signe entre 2019 et 2020 de passer de 2 à 6% est quand même une courbe exponentielle qui est extrêmement intéressante à noter. Jean-Luc, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la méthanisation, sur le lien entre l'agriculture. Il y a des territoires où il faut aller au biogaz, d'autres où il faut aller au bioéthanol parce qu'on peut rouler à base de marc de raisin dans la région en Alsace ou à Bordeaux. On est aujourd'hui à une complémentarité et le cœur de cet échange entre 3 élus locaux et puis des grands groupes qui soutiennent financièrement ce déploiement et les collectivités locales mais qui peuvent aussi accompagner le déploiement des bornes sur les territoires. Cet exemple très concret de cette biométhanisation qui lie les territoires avec l'automobile et les flottes de camions. Christophe a rappelé aussi que là, quand on n'a pas le choix, on prend la voiture, il faudra avoir en effet un maillage plus poussé, notamment Christophe Bouillon, sur les territoires, mais il y a des opportunités, il y a des défis à relever et il y a actuellement en effet des retards, mais certains n'ont pas l'alternative à la voiture. Christophe, lui, il a fait part d'un grand réalisme entre le réalisme et le pragmatisme, mais aussi l'adaptation d'Alès aujourd'hui à nos côtés. Et je me réjouis tous les 2 ans d'aller sur un circuit en juillet à Alès, puisque pour ceux qui ne le savent pas, une année sur 2, ces rencontres internationales des véhicules écologiques ont lieu à Alès sur le pôle mécanique, où à l'heure du déjeuner et à la fin des rencontres, on va essayer des véhicules. Et je me souviens que la première année, il y a 11 ans, il y en avait 4 véhicules. Aujourd'hui, la dernière fois, il y en avait 45. Donc, la maturité du marché en 10 ans, elle est là. Et 10 ans, c'est long, mais en même temps, ça passe vite. Et on y est aujourd'hui. Et ce dialogue entre le public et le privé montre combien chacun a sa part de responsabilité. Ce maillage sur la construction des immeubles demain, sur lequel il y a des bornes et pourquoi pas des véhicules autopartagés en même temps, parce que là, on est sûr, de l'utilisation de la borne. Alors, dans le privé, j'en suis intimement convaincu. C'est tout ce débat qu'il faut construire ensemble. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir démarré cette première table ronde avec nous de très haute qualité. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.